Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. En Algérie et au Soudan, les temps sont chauds au sens propre comme au figuré. Il fera en été 50 degrés en Algérie. Il fait déjà 40 degrés au Soudan. Avril, c'est le printemps et en Algérie et au Soudan, les populations ont voulu écrire l'histoire présente puisque le passé a longtemps appartenu à Abdelaziz Bouteflika et à Omar El-Béchir. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité à votre chaîne et au D12, le rendez-vous politique des dimanches à Lomé. À Lomé, il fait aussi chaud. Les spécialistes parlent des effets des changements climatiques. Les Togolais sont préoccupés. Ils le sont encore plus quant aux effets des événements politiques. Ce dimanche, qui sont contents parce qu'un Togolais a de nouveau trouvé la mort en manifestant? Qui sont contents parce que d'autres Togolais sont blessés ou arrêtés par ce temps de grande canicule? Au moment de la nouvelle tension, Fania Singbe se trouvait au Tchad où il fait encore plus chaud. Au sommet de la Sensade, le chef de l'État du Togo a parlé du PND et l'un des premiers engagements du gouvernement togolais contenu dans le document du PND concerne l'apaisement du climat politique. Depuis quelques jours, on peut légitimement se poser des questions autour de cet engagement. Le gouvernement togolais peut-il maintenir un climat politique apaisé aux portes de 2020 et de la présidentielle? Les nouvelles manifestations du PNP n'ont-elles pas été un nouveau test pour le Togo? Un mort, de nombreux blessés, des arrestations. Quand Ipi Achadam a dégainé, Payadogo Aboukbessi a répliqué, plusieurs partis politiques s'en sont mêlés, les riverains ont été une nouvelle fois cités, les chefs traditionnels et les chasseurs à Dafo ont fait le baptême de feu. Yak Damhan est venu recadrer une partie de ce beau monde. Au final, sur le terrain, un schéma bien connu. Plusieurs convois des forces de l'ordre de défense, des tirs de gaz lacrymogène, des actes de vandalisme et sans doute plusieurs inconnus. Le 13 avril a vécu, il aura entraîné le pays dans une nouvelle atmosphère de fébrilité entre civils et militaires, entre pouvoir et opposition. À quand la véritable entente? Cette entente véritable sera-t-elle au bout des réformes politiques ou sera-t-elle apportée par les prochaines élections locales puis par la présidentielle? Dans quelques jours, le Togo indépendant aura 59 ans. 59 ans, c'est beaucoup, mais le pays a-t-il le même âge que son indépendance? Le 27 avril prochain, le Togo va célébrer sa fête. Probablement que toutes les traditions seront encore respectées, notamment celle de la division. D'où cette question, quel est en vérité le seul fait autour duquel tous les Togolais se retrouvent sans distinction? Nous poserons la question à notre invité, Maître Paul Dodi Akpevon, président des Forces démocratiques pour la République FDR. 70 43 09 70 et 82 16 50 34 37 sont les numéros de l'émission qui est mis en ondes par Malik Freitas. Maître, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est la question que je vais vous poser pour commencer cette émission. Existe-t-il un fait au Togo autour duquel se retrouvent tous les Togolais sans distinction? Oui, merci Pierrot. Je profite de l'occasion pour faire adresser mes salutations à tous les Togolais, malgré la difficulté du moment que nous traversons actuellement. Les temps sont difficiles, les temps sont chauds, les gens sont angoissés, les Togolais sont réellement angoissés. Mais bon, la nature elle-même règle les problèmes et je suis convaincu que tôt ou tard nous retrouverons chez nous aussi la paix, la sérénité pour pouvoir avancer vers les tâches de développement. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est triste à dire, mais je ne suis pas sûr que on puisse trouver aujourd'hui au Togo un fait autour duquel les Togolais s'entendent. Je ne le vois pas. La fête de l'indépendance, vous l'avez évoqué tantôt dans votre émission, mais autour de cette fête, en réalité, qui doit regrouper tout le monde, tous les Togolais, autour de cette fête-là, les gens sont divisés. Pendant longtemps, on est divisé sur cette fête, compte tenu des événements, et chacun fête à sa manière. Mais l'autre phénomène qui ailleurs rassemble les gens, le football par exemple, aujourd'hui les gens sont divisés, compte tenu de la manière que tout ça là est organisé. Alors, je ne vois pas, sincèrement, je suis honnête pour le dire, la main sur la conscience pour dire tel événement, tel fait rassemble les Togolais aujourd'hui, je ne le sais pas. Il paraît que c'est depuis les indépendances, même avant les indépendances, que ce phénomène caractérise en réalité le Togo. Les Togolais sont divisés, surtout, vous avez parlé du football,
c'est vrai, à un moment donné, le football a semblé rassembler les Togolais. Mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer, puisqu'ailleurs dans le monde, les gens à des moments donnés se retrouvent si on le fait? Mais c'est peut-être compte tenu de la nature du Togolais. Nous sommes parfois compliqués. Nous sommes, et c'est la politique en réalité, pour dire les choses honnêtement, qui a divisé les Togolais. Vous avez parlé des moments de l'indépendance. Vous avez vu comment, à cette époque déjà, les gens ont été manipulés pour que on puisse créer une division artificielle du Nord contre le Sud. Et cet événement-là persiste jusqu'à aujourd'hui. De manière artificielle, on nous parle de division ethnique, Nord contre Sud. On nous parle de division, ceux qui gouvernent contre ceux qui sont dans l'opposition, etc. Ces divisions-là, aujourd'hui, sont caractérielles. Et ça fait que ceux qui gouvernent ne faisant aucun effort pour que l'harmonie revienne, la division persiste. Et les cas se creusent même de plus en plus. Et surtout, ces cas se remarquent surtout entre riches et pauvres. Parce que lorsque vous êtes dans un pays où certains sont excessivement riches, de manière insolente, et que d'autres traînent dans la misère, c'est vrai que la révolte intérieure fait que, bon, sur les événements qui doivent en réalité rassembler les gens, bon, la division est toujours au rendez-vous. C'est ça qui est triste à dire pour notre pays. C'est vrai aussi qu'il y a des Togolais qui sont du Nord, il y a des Togolais qui sont du Centre, des Togolais qui sont du Sud. C'est vrai qu'il y aura toujours des Togolais qui sont riches ou d'autres qui vont demeurer pauvres. Donc est-ce que notre pays est condamné à vivre toujours dans la division? Non, j'ai dit tantôt que ces divisions-là, parfois, c'est artificiel. C'est-à-dire que on instrumentalise les ethnies les unes contre les autres, telle région contre telle autre, mais c'est à nous-mêmes de faire l'effort pour savoir que tout ça là, c'est parfois de manière réfléchie que les gens tentent de nous entraîner dans cette division-là. Alors, quel effort nous devons faire aujourd'hui pour surmonter tout ça, c'est à nous de le savoir. Parce qu'en réalité, le changement que nous appelons de tous nos voeux, le changement ne tombera pas du ciel. Le changement viendra de chacun de nous. Le changement doit être intérieur à chacun. Lorsque vous appelez quelqu'un à changer, que vous ne faites pas le pas vers le changement ne viendra jamais. Donc, je n'accuse personne en disant oui, mais je cible tel Togolais contre tel, mais nous devons faire, nous tous, l'effort nécessaire en chacun de nous pour que finalement notre pays retrouve justement l'image des pays de la sous-région. Je vous dis un exemple en passant, et cet exemple-là, je me plais à le dire. Lorsque le président ghanéen actuel allait être, comment on dit ça, investi, j'ai été invité à la cérémonie d'investiture. J'étais assis à côté de certains Ghanéens, et lorsque le président est arrivé, la manière dont ils manifestaient leur joie m'a tellement séduit. Et je leur ai posé la question, votre président, vous avez gagné l'élection et puis ça vous donne juste la joie. Et ils m'ont répondu spontanément en disant non, ce n'est pas, eux ils ne sont pas du parti du président Nana. Ils sont du parti, justement, de Rawlings. Il dit, mais pourquoi vous manifestez autant de joie? Il dit non, chez eux ici, lorsque les élections finissent et qu'on élit un président, ce président-là devient le président de tout le pays. C'est compte tenu de la manière dont les élections sont organisées. Ils se donnent rendez-vous dans 5 ans. Alors, comment nous ferons nous aussi demain pour que lorsque les élections sont organisées de manière correcte et que réellement on a l'impression que quelqu'un a gagné, que les Togolais reconnaissent celui-là comme le président de tout le Togo? Mais ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui, où on trafique les choses et on crée des difficultés, on réprime ceux qui veulent manifester leur mécontentement, tout ça. Bon, c'est la politique qui est au cœur de tout ça. Mais quand ceux qui gouvernent aujourd'hui ou qui ont envie de rester éternellement au pouvoir ne vont pas changer de mentalité pour dire le pays est à nous tous, faisons en sorte que ce pays redevienne un pays de paix, mais on restera dans le même cliché. Parce qu'en réalité, la paix, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. La paix se construit. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est à eux la lourde responsabilité de construire la paix. Et construire la paix, c'est poser des actes. Même si ces actes-là peuvent influencer ou interférer sur vos intérêts, faites en sorte qu'on puisse retrouver cette sérénité. Mais lorsque les gens veulent à tout moment intérêt,
pays est dans la situation actuelle. Vous donnez là l'exemple du Ghana avec l'adhésion de tous, presque à l'élection du président ghanéen. Vous avez été donc invité à son investiture. C'est l'exemple que vous nous donnez. Cet exemple vient de la sous-région. Mais à part le Ghana, il y a d'autres pays comme le Burkina Faso, où le FESPACO, le festival consacré au cinéma, c'est un événement qui rassemble tous les Burkinabés. Qu'est-ce que le Togo peut inventer? Qu'est-ce que le Togo peut inventer qui peut éventuellement demain rassembler tous les Togolais? On le sait, même l'hymne national du Togo à un moment donné a semblé diviser les Togolais. Ouais. Le 27 avril divise les Togolais. Même le football à des moments donnés aussi divise parce que certains ne se retrouvent pas forcément dans les victoires des équipes. Mais qu'est-ce que le Togo peut inventer? Mais nous sommes suffisamment intelligents pour inventer notre avenir. Et je le dis avec beaucoup de respect pour nous tous. Les Togolais sont le Togo est un regard de citoyens qui ont de l'intelligence. Ces gens-là rassemblés dans un climat serein peuvent réellement créer quelque chose qui puisse nous rassembler. Et c'est pour ça que je dis, le point de départ de tout cela, c'est la politique. C'est la manière dont le pays est réglé, dont les lois que nous nous sommes données sont appliquées. Parce qu'on remarque souvent que c'est 2 poids 2 mesures. La manière même d'appliquer les lois. Lorsque vous vous rassemblez pour vous donner des tests qui doivent régir le pays, qui doivent définir l'avenir, les gens les prennent et l'appliquent à leur manière. Quand ça leur plaît, ils prennent une partie. Quand ça ne leur plaît pas, ils refusent de l'appliquer. Mais comment voulez-vous que nous retrouvions justement? Or, pour le socle d'un pays doit reposer sur des tests, sur une base légale. Et c'est tout le monde doit être concerné par les tests. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on souvent. Lorsque même le chef de l'État sait que la loi qu'on s'est donnée là, j'ai l'obligation de la respecter. À ce moment-là, le citoyen de base respectera la loi. Mais s'il y a une certaine catégorie de citoyens, de Togolais aujourd'hui au pouvoir, refusent obstinément de respecter la loi, comment vous allez demander aux citoyens lambda de respecter? Je donne un exemple. On a dit dans notre loi fondamentale que le président, les députés, les ministres doivent faire déclaration de leurs biens. Alors, jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État qui doit donner l'exemple, est-ce qu'il n'y a jamais eu déclaration de biens? Alors, la loi est là, on l'a écrit, on l'a adoptée, mais personne ne veut la respecter. Comment voulez-vous? Lorsqu'on parle d'élections régulières dans notre pays, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui qui crée les frustrations, est-ce que vous avez vu organiser de manière correcte une élection dans notre pays? Et comment voulez-vous dans ce pays que quelque chose puisse rassembler si le minimum n'est pas respecté? C'est ça en réalité. Sur la question de la déclaration des biens, il faut dire que c'est quand même une question nouvelle apportée par le vent de l'Est depuis les années 90. Dans beaucoup de pays africains, on parle de la déclaration des biens de ceux qui sont en charge à destiner des pays africains. C'est vrai aussi qu'au Togo, on a des difficultés à obtenir cette déclaration des biens. Vous avez été député il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est des questions qui vous ont préoccupé? Est-ce que vous avez eu à savoir pourquoi est-ce qu'au Togo on n'arrive pas à faire ou bien à déclarer ses biens? Mais bien sûr, ça. Nous avons même fait des propositions de loi. Dans le domaine, on a proposé des lois pour appliquer justement cette disposition constitutionnelle. Mais ça n'a jamais abouti. Pourquoi on demande à ceux qui gouvernent le pays de faire des déclarations de biens? Mais c'est justement pour lutter justement contre la corruption, pour lutter contre l'enrichissement absolu, insolente que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans notre pays. Le bien public doit profiter à tous les citoyens. La richesse que nous produisons doit être répartie de telle manière que le plus pauvre dans son village là puisse en bénéficier. Puisque c'est nous tous qui produisons la richesse. Le paysan dans son champ, par son effort, contribue justement à la richesse nationale. Alors comment on peut produire la richesse? Et puis c'est certains seulement qui vont en bénéficier, d'autres vont être dans la misère. C'est pour ça que la loi là a été adoptée pour que finalement vous ne vous servez pas du pouvoir comme une machine d'enrichissement. Alors, ceux qui ont l'obligation d'appliquer cette loi refusent de l'appliquer. Nous avons été à l'Assemblée, à plusieurs reprises, on est revenu sur cette disposition-là pour obliger à le faire. D'autres organisations de la société civile sont montées au créneau, mais jusqu'à aujourd'hui, nenni, rien n'est fait. Alors, quelle est la volonté justement d'aller vers justement une sorte de comment on dit ça,
un comportement citoyen qui permette aux gens de savoir que ceux qui gouvernent aujourd'hui ont le sens aigu, justement, du devoir pour mettre tous les citoyens à l'aise. Gouverner, c'est permettre aux citoyens d'améliorer leurs conditions de vie. Le reste, dire qu'on lutte contre la corruption, on fait ceci avec des lois bizarres, et sans les appliquer, ce n'est que du slogan, c'est du cosmétique tout ça. Nous étions partis de la question de savoir s'il y a un événement qui peut rassembler éventuellement tous les Togolais. Il y a un événement en vue et on ne sait pas si cet événement va une nouvelle fois observer les traditions qu'on a connues par le passé. C'est le 27 avril, c'est dans environ 2 semaines, les Togolais doivent se retrouver pour célébrer le 59e anniversaire de la session à la souveraineté internationale. Est-ce que vous avez le sentiment que ce 27 avril va être différent des autres que nous avons connus il n'y a pas très longtemps? Je ne sais pas qu'est-ce qui fera que ça soit le 27 avril prochain soit différent des autres. Je ne le vois pas. Parce que je vous l'ai dit tantôt, le fait de la division qui a été créée depuis 1963 par l'assassinat du premier président, ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis 63 jusqu'à aujourd'hui, les gens qui ont été dont l'élan a été brisé justement par ce coup d'État ont ressenti la chose de telle manière que c'est une façon de reprendre la main, parce que personne ne peut accepter ce qui s'est passé en 1963. Donc ce germe-là de la division qui est créé nous poursuit. Et tout ça là, c'est avec l'aide du colonisateur et tout ça, et on est dedans aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc la fête du 27 avril a été célébrée jusqu'à une époque récente par le pouvoir, parce que 63, la fête de l'indépendance a été supprimée d'ailleurs pendant longtemps et remplacée par le coup d'État qui a porté le général Yadema au pouvoir. Donc c'est le 13 avril qu'on célébrait dans ce pays pendant longtemps. On parlait du 13 janvier. Le 13 janvier, j'allais dire, pardon. Le 13 janvier qu'on célébrait, et ce n'est que récemment que bon, on a fait l'effort au moins pour arrêter la bêtise. Moi j'appelle ça de la bêtise, parce qu'on ne peut pas faire le jour de l'assassinat de quelqu'un une fête. Ce n'est pas normal, ce n'est pas décent. Mais heureusement qu'ils ont compris et ils ont abandonné le... Est-ce que ce n'est pas un point à mettre à l'actif de l'actuel chef de l'État? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, c'est vrai, la fête du 13 janvier était célébrée pompeusement au détriment de la fête du 27 avril. Est-ce que ce n'est pas un point marqué par l'actuel chef de l'État? Mais bon, moi, il l'a fait. Moi, je reconnais au moins qu'il a fait. Parce que ça devient absurde, ça devient gênant. On ne peut pas vouloir construire un pays en mettant des gens dont les parents ont été assassinés, en les mettant en marge justement de développement. Et il a fait l'effort pour faire en sorte qu'on puisse abandonner justement le 13 janvier. Mais le 27 avril, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que finalement tous les Togolais se retrouvent autour de cette fête? Je ne le vois pas. J'ai parlé tout à l'heure de cette date de la division. Mais l'effort serait fait aujourd'hui pour que, et puis à travers les comportements citoyens, à travers des élections régulières, des élections, je dirais, dans un climat normalisé, que les Togolais se retrouvent à travers un président démocratiquement élu, sans contestation, que finalement, on puisse tracer la voie vers quelque chose qui rassemble les Togolais. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette division-là. Opposition contre ceux qui gouvernent. Et j'ai l'impression même que ce climat, cette division-là, est en train de devenir de plus en plus criarde. Alors, si la division est là comme ça, parce que rien n'est fait pour rassurer ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, pour leur créer le climat serein, les manifestations, on en parlera peut-être probablement tout à l'heure, mais lorsque les gens sont violentés, les gens sont martyrisés tous les jours, de manière insolente, comment voulez-vous aller vers un climat d'apaisement pour que les Togolais retrouvent la sérénité pour se retrouver autour d'une fête? Si certains se croient exclus, certains se croient violentés, méprisés, comment vous allez les appeler à une fête pour aller construire quelque chose dans ça? C'est ça en réalité la Ce discours liberté. que vous tenez, c'est un discours qu'on entend souvent au Togo à l'approche de chaque 27 avril. Est-ce qu'on va rester éternellement dans ce chemin-là, notamment au niveau de l'opposition?
l'opposition. Qu'est-ce que vous faites pour que, éventuellement, demain, c'est pas cette année, c'est pas pour l'année prochaine, que le 27 avril soit célébré autrement? Oui, mais c'est ce que je suis en train de m'évertuer à vous dire. Je dis, brisons ce carcan artificiel qu'on crée autour de la conservation du pouvoir ou de la conquête du pouvoir. Créons les conditions normales d'apaisement pour aller vers un Togo nouveau. C'est aussi simple que ça. C'est la chose la plus simple qu'on doit créer. Parce que le point de départ, c'est cela. On a créé hier une commission vérité, justice et réconciliation. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour aller vers la réconciliation, qu'est-ce qui a été posé comme acte pour qu'on aille à la réconciliation? C'est vrai, on a un beau test. Monseigneur Bariga, je lui rends hommage. On l'a contesté au départ, mais à la fin, il a fait un beau test auquel tout le monde se réfère. Mais à l'application, qu'est-ce qui a été fait de ce beau test-là? Rien n'a été fait de ce beau test. C'est pour ça que je dis, la paix, c'est le président Houphouët-Boigny qui dit la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Lorsque vous voulez construire la paix, il faut avoir une mentalité qui va vers la paix. Si vous vous contentez seulement du slogan, comment la paix viendra? Donc jusqu'à aujourd'hui, on est resté dans le slogan. Sortons du slogan pour construire la paix, une véritable paix pour le Togo. C'est en réalité de cela qu'il s'agit. Vous écoutez le 27 avril prochain, si vous êtes invité au défilé, vous n'irez pas. Mais bon, je n'ai dit que ce n'est pas une question d'individu. Ce que je dis là... Non, mais en fait, je parle de vous. Pour le moment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il est certain que votre présence à un défilé ou la présence de plusieurs opposants au défilé du 27 avril, ça aura une signification, ça aura un message au niveau des populations. Oui, ça aura un message. Mais en réalité, il doit avoir un événement qui puisse compléter justement cette présence. Parce que finalement, si c'est seulement la présence dans son content, il y a des 27 avril où j'ai été déjà invité, j'ai été présent. J'ai déjà participé à des 27 avril. Par ma volonté de faire, ou la volonté du parti qui m'a mandaté pour y aller à l'époque. Cette volonté-là s'est matérialisée, s'est manifestée. Mais qu'est-ce que ça a changé en réalité, véritablement? Je ne l'ai pas vu. Cette volonté-là, quand j'ai moi la volonté de faire quelque chose, il faut que l'autre aussi ait la volonté. Et que les deux volontés se rencontrent. Si les deux volontés ne se rencontrent pas, ça va être de l'eau que vous pilez. Vous semblez jeter la pierre au pouvoir en place et vous mettez en avant sans doute la volonté de l'actuel chef de l'État. Mais il y a la volonté quand même de quelqu'un, la volonté de Gilles Christ-Olympio par exemple, qui participe, bien qui a commencé par participer à une partie du programme du 27 avril. Cette année, il est devenu même chef de file de l'opposition. Est-ce qu'avec lui, là, les choses peuvent commencer à changer? Qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui a amené le président Gilles Christ-Olympio à être là où il est aujourd'hui? Il nous a annoncé pompeusement un accord politique qu'il a conclu avec son parti a conclu avec le parti qui est au pouvoir aujourd'hui. Mais en réalité, ce qu'ils ont conclu là, en nous annonçant à l'époque que dans 6 mois, les réformes vont être faites. Est-ce que réellement les réformes ont été faites? La seule chose qu'ils ont, que moi j'ai constaté, c'est qu'ils ont profité justement de cette annonce-là pour aller vers le pouvoir. Et ils ont partagé les délices du pouvoir. Le seul avantage que moi je vois dans leur rapprochement là, c'est les délices du pouvoir. Ils ont profité du pouvoir. Mais en réalité, pour le peuple, au nom duquel il est allé là-bas, qu'est-ce qu'il a rapporté véritablement? Rien. C'est vrai que prôner la paix, c'est vrai, il a eu un comportement en disant, oui, moi, je vais là-bas parce qu'il faut mettre le bas à la terre. Bon, ça peut, c'est à son actif. Mais en réalité, comment le pouvoir a exploité justement ce qu'il a fait comme démarche vers lui? Parce que la base, ce qui peut rassurer pour les citoyens pour dire oui, mais ce qu'il a fait là a profité au Togo, c'est que l'accord qu'ils ont conclu, qui parle de réformes, qu'on a constaté que 6 mois après, ces réformes-là ont été faites. Mais la seule chose qu'ils ont faite, c'est le partage du pouvoir. On a envoyé quelques ministres dans le gouvernement, on leur a donné quelques préfets, et puis ça s'est arrêté là. Est-ce que c'est ça en réalité qui construit le pays? Aujourd'hui, il est devenu chef de file de l'opposition. Est-ce que c'est pas quelque chose de plus pour lui, pour éventuellement influer sur la situation? Mais c'est à lui que vous allez poser cette question. Moi, je ne répondrai pas à sa place.
invitez-le aujourd'hui pour lui demander sa place là, la place qu'il occupe aujourd'hui en tant que chef de file de l'opposition avec 6 députés, si ça peut lui permettre d'influencer, d'influer les événements. Posez-lui la question lorsqu'il viendra ici. Vous écoutez le D12 de Pyramide FM en direct ce dimanche midi à 19h. L'émission sera en rediffusion. Notre invité, c'est Maître Paul Dodi Abdel-Moïda, le président des Forces démocratiques pour la République FDR. Ce dimanche, sans doute que dans beaucoup de foyers, on doit encore se poser des questions. Pourquoi? On doit se poser des questions sur ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas si des Togolais sont contents parce que un Togolais est mort. Je ne sais pas si des Togolais sont contents parce que des Togolais ont été blessés. Je ne sais pas si des Togolais sont contents parce que des Togolais ont été arrêtés. Est-ce que vous savez si des Togolais sont contents ce dimanche après les événements qu'on a vécu hier? Oui, Pierrot, avant de répondre à cette question, permets-moi à la suite des événements d'hier, de présenter mes condoléances aux parents du Togolais, du compatriote qui est décédé, selon nos informations, à Bafilo hier, de présenter nos compassions à ceux qui ont été blessés. Et on parle même d'arrestation de ceux qui se retrouvent en prison aujourd'hui, à ceux ou à celui dont le domicile pareil, a été violenté avec des arrestations au domicile. Tout ça, là, je me permets de présenter mes compassions, mes condoléances à tout ce beau monde-là. J'estime que ce qui se passe dans notre pays est inacceptable. Est inacceptable parce que lorsque j'ai entendu parler de cette manifestation du 13 avril, comme ce qui s'est passé au moment le 19 août, j'ai encore voulu le pouvoir s'activer pour aller vers ce qui est la normalité. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut une fois sorti justement de cette situation assez bizarre. Nous avons des tests. Et lorsque le moment vient d'appliquer ces tests-là, quel que soit celui que vous avez en face, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, ce qui doit servir de socle, c'est d'abord le respect des tests. C'est ça la base. Il y a une loi sur les manifestations. Lorsqu'on dit un parti veut manifester au regard de la loi, mais je ne sais pas pourquoi le gouvernement va se donner le droit de refuser d'appliquer les tests en disant lorsqu'un parti dit moi je vais manifester dans 10 villes, lui dit c'est seulement dans 3. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui leur donne ce droit-là de faire ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce qui leur donne le droit? Un parti politique veut manifester dans 10 villes, mais encadrer la marche dans 10 villes. Si ça marche pour eux, c'est tant mieux. Si ça ne marche pas, vous, la responsabilité du gouvernement, c'est d'encadrer justement ces manifestations. Mais comment ils vont refuser à ce parti-là? Encore que lorsqu'on était hier tous à la coalition, lorsqu'on dit qu'on va manifester dans toutes les villes, ils nous disent non, ils n'ont pas d'effectifs pour encadrer les marches dans toutes les villes. Et ils les ramènent à 10. Alors, si vous ramenez toujours les marches à 10 et qu'un parti dit désormais, moi je ne vais pas manifester dans toutes les villes, je choisis seulement 10. Alors, eux vont se donner le droit de dire, les 10 là, nous on refuse, on vous donne seulement la liberté de manifester dans 3. Et puis, en plus, il y a un problème d'itinéraire qui est un abus permanent. Un abus totalement permanent. C'est-à-dire le gouvernement se dit aujourd'hui, nous avons le droit de faire tout ce qui nous plaît. On écrit pour marcher, on dit non, vous n'allez pas là-bas. Et voilà, nous décidons. Si c'est dans la brousse, allez marcher dans la brousse. Parce que nous l'avons décidé, nous avons la force de le décider. Et cette fois-ci, ce qui a été, moi, à mon avis, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quand j'ai entendu au niveau de Cloto et de Lavé, des chefs chefs traditionnels qui ont été manipulés, chefs traditionnels qui sont devenus aujourd'hui des béquilles du pouvoir, manipulés pour dire nous on refuse que vous marchiez chez nous ici parce que si vous le faites, etc., nous allons sortir les Abrafo et compagnie. Mais c'est-à-dire que nous ne construisons pas un Togo de paix. C'est vrai que ça c'est nouveau depuis, je ne sais pas si depuis les années 90 on a déjà entendu cela et qu'on cite
d'abord les riverains, et puis après les chefs traditionnels, et puis les abrafos. C'est vrai aussi que le ministre Yak Damran est venu recadrer une partie de ce monde, comme je l'ai dit dans le dessin introductif. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre toute cette frénésie, cette psychose qui entoure l'annonce de la nouvelle manifestation du PNP? À un moment donné, on a eu l'impression comme si après le 13 avril, le Togo n'allait plus exister. Oui, mais c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est ça que moi j'ai essayé d'analyser, mais je ne le comprends pas. C'est ça, justement. C'est cette forme d'abus dont je parlais tantôt, où quand un événement se passe de ce genre, ils se réunissent à leur niveau là-bas, ils disent, nous décidons ça. C'est à prendre ou à laisser. Mais ce n'est plus dans un pays de droit. On n'est plus dans un pays de droit. Et lorsque les gens disent, mais ce que vous faites là, c'est de l'abus, nous n'allons pas respecter, la seule arme dont ils disposent, c'est l'arrestation arbitraire par vague de gens. Et on les jette en prison et on trouve des magistrats qui sont à leur dévotion, qui condamnent. Parce que lorsqu'on dit à ces magistrats-là condamnés, ben ils condamnent. Alors finalement, on va continuer à vivre ça comment? Jusqu'à quand? Vous arrêtez des gens arbitrairement parce que le refus même de manifester est d'abord un abus. Les itinéraires tracés arbitrairement, je me répète encore, c'est une tautologie, mais c'est un abus. Et lorsque les gens disent oui, mais nous ne sommes pas d'accord et prennent le contre-pied, vous les arrêtez. Vous les envoyez à la prison. Vous trouvez des gens à votre dévotion qui condamnent, même s'ils estiment que ce n'est pas un délit, ils condamnent quand même. Et la boucle est bouclée. Et on continue. On va retrouver encore des dizaines, des vingtaines, des trentaines de personnes en prison. Je ne comprends pas. Moi, franchement, là où je suis, je ne comprends pas pourquoi ils procèdent de cette manière. Or, les manifestations, toutes les fois que le pouvoir accepte que les manifestations se déroulent, ça s'est toujours déroulé de manière pacifique. Prenez toutes les marches où il n'y a pas de difficultés sur l'itinéraire ou sur les lieux. Ça s'est toujours déroulé de manière pacifique. Alors, on a l'impression que volontairement, c'est eux qui veulent qu'il y ait grabuge. Alors, qu'est-ce qu'ils tirent de ça? Volontairement, lorsqu'ils veulent qu'il y ait grabuge, il y a une question que je me pose. Peut-être qu'il y a un avantage particulier qu'ils tirent lorsque les manifestations sont organisées de telle manière et que bon, les gens sont morts, les gens sont blessés. J'ai l'impression qu'ils tirent un avantage particulier. Ce qu'on reproche au PNP, peut-être aussi au niveau à l'opposition dans son ensemble, quand on interdit les manifestations, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que éventuellement vous tentez des actions en justice? Par exemple, saisir le juge administratif, par exemple, est-ce que ça se fait? Non, mais c'est-à-dire que tout ça là, c'est une belle question, mais la manière dont la justice fonctionne aujourd'hui, s'agissant des questions qui touchent à l'État, mais moi, je ne me venturerai jamais pour aller saisir un juge administratif, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que pour moi, la réponse est connue. C'est-à-dire que lorsque vous allez saisir le juge administratif et qu'une décision est rendue en faveur du pouvoir, vous vous liez à vie. C'est fini. Si vous n'êtes pas sûr qu'une décision qui va rétablir véritablement le droit sera rendue à votre faveur, vous vous aventurez à aller saisir le juge d'administration dès que lui, il rend une décision pour dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous êtes lié définitivement. C'est pour ça que moi, j'ai été sollicité pour ça, mais moi, j'ai toujours déconseillé de ne pas le faire. Parce que si on serait dans un pays où le magistrat est souverain et rend une décision de manière souveraine, que moi, on aurait tenté l'expérience. Mais les Togolais, l'indépendance de la magistrature dans notre pays est de façade. Et tous les magistrats le reconnaissent qu'ils sont là-bas. Ils proclament leur indépendance. Mais quand il s'agit d'une pression du pouvoir, eux tous se cèdent. Ils tremblent, ils cèdent. Quelque part aussi, là vous parlez du droit, mais sur le plan politique, quand on entend venant des manifestants ou de ceux qui organisent une opération dénommée Titri Bonsafo, ou par exemple une manifestation qui est censée chasser ceux qui sont là en place actuellement, parce qu'on a des images du Soudan, on a des images de l'Algérie, est-ce que cela ne justifierait pas aussi l'attitude du pouvoir en place de prendre des mesures de garde-fou, par exemple?
Moi, je ne sais pas, le mot d'ordre qui est lancé, bon, qui est donné pour cette marche-là, ce que moi j'ai lu. Les revendications sont les mêmes presque. Habituel. Mais au-delà de ces revendications, Je ne sais pas. Sociaux, Moi, je ne sais pas ce qui est caché derrière. Moi, je ne sais pas. Moi, on a dit on marche pour les réformes, on marche pour le vote de la diaspora. C'est classique. Qu'est-ce qui est derrière? Moi, je ne peux pas le savoir. Alors, si le pouvoir sait qu'il y a quelque chose derrière, c'est à lui de dire, avec des preuves, qu'au lieu d'une marche pacifique, voilà ce que les gens ont envie de faire. Nous serons tous informés. Voilà. Mais si ils ne le disent pas, l'image qu'ils nous présentent, c'est que on fonctionne aujourd'hui comme un État totalitaire qui refuse justement que les gens s'expriment, alors que la liberté de manifester est constitutionnelle. C'est notre constitution qui permet à tout parti politique ou à un groupe de la société civile, lorsqu'ils remplissent les conditions, de manifester. C'est vrai que la liberté de manifester est constitutionnelle, mais est-ce que le Togo va passer tout son temps à manifester? Oui, mais le Togo va passer son temps. Pourquoi on manifeste? Le problème qui nous amène à manifester, tant que le problème restera, les gens manifesteront. Tant que le problème va demeurer, vous voulez que les gens fassent quoi si le problème demeure? Mais c'est ça. Les gens manifestent pour revendiquer, pour demander quelque chose. Tant que ce qu'ils demandent n'est pas réglé, n'est pas satisfait, ils continuent à manifester. Et c'est pour ça que je dis, il est temps. Il est vraiment, vraiment, vraiment temps. Parce que nous devons avoir quand même nous-mêmes un peu de dignité. Un peu de dignité. Parce que lorsqu'on nous parle de réforme depuis 2006, on parle de réforme constitutionnelle et institutionnelle depuis 2006. Ça fait combien d'années, Pierrot? Ça fait beaucoup d'années. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas normal qu'un régime qui veut la paix, qui veut justement le bonheur des concitoyens, puisse se réfugier derrière, je ne sais pas, des paravents, par la seule volonté de conserver le pouvoir et refuser de faire le minimum. Comment peut-on parler de réforme dans ce pays depuis autant d'années et qu'on ne le fait jamais? Et qu'on soit passé par ce que vous appelez le Ashkroun là, entre-temps, et au Ashkroun auquel nous on a participé. Moi j'ai participé au Ashkroun, je le revendique d'ailleurs. On a fait un travail de qualité là-bas, pendant une semaine. À la fin, nous avons tous applaudi pour dire, ah finalement, la voie est trouvée, c'est fini. Mais les travaux de Ashkroun, on en a fait quoi? On a mis ça dans les tiroirs. Et c'est après que bon, les gens qui continuent à dire mais il faut les réformes dans ce pays, on continue à revendiquer. C'est ça qui d'ailleurs qui a fait naître le 19 août dans ce pays. Or, jusqu'à aujourd'hui, les réformes ne sont pas faites. On a entendu l'Assemblée la dernière fois proclamer haut et fort que ça c'est le premier point de leur agenda, etc. Nous attendons de voir. Mais tant que l'essentiel, le minimum ne sera pas fait pour mettre tous les Togolais d'accord, ce pays sera toujours en difficulté. Et ils doivent le savoir. Et il n'arrivera jamais un moment où, à cause de la répression, ils vont faire taire les Togolais. Ça, ils se trompent. Ils se trompent en croyant que, en martyrisant, en arrêtant, un jour viendra, les Togolais vont dire, mais on a suffisamment arrêté les gens, on a suffisamment battu, et alors nous allons cesser de manifester. Ce n'est pas vrai. Donc, pour la paix, la constitution de la paix, il doit faire l'effort, justement, pour faire en sorte que ce qui arrive là ne continue pas. Il y va justement de leur crédibilité aussi en tant que gouvernant. On ne sait pas si les Togolais vont continuer par manifester, mais on sait que les Togolais ont tenté de manifester il n'y a pas très longtemps. Certains ont été interdits. Je peux rappeler les Togolais qui se retrouvent dans la Ligue des conservateurs, les Togolais du MLK qui ont pu manifester pour la démission de l'entraîneur national de Roi. Il y a eu également des interdictions, des interventions des forces de l'ordre par rapport à une manifestation de Togo. Autrement, on a même entendu concernant l'Alliance nationale pour le changement. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de recul? Mais c'est justement ça qui est inquiétant. Parce que nous nous sommes battus véritablement dans les années 90 pour conquérir tous ces espaces de liberté. Alors, on a l'impression que le régime actuel veut par la répression arracher tous ces espaces-là aux Togolais. Et c'est ça qui va être difficile à accepter. Quel que soit le Togolais aujourd'hui, quel que soit son pacifisme, mais on n'acceptera pas que ce que nous avons de guerre de manière assez harassante, arrachée,
on puisse nous le reprendre. Et vous avez raison de parler de recul. Et ce recul-là n'est pas justement quelque chose qui rend un pays crédible. Dans tous les pays aujourd'hui, les gens cherchent à avancer. Ce qu'on a accepté hier ou ce que nous avons pu adopter comme espace de liberté, mais il faut justement le consolider. Mais se comporter comme si ça gêne les gens, parce que lorsqu'on manifeste aujourd'hui, le pouvoir a l'impression que c'est parce qu'on vous a accordé trop de liberté que vous manifestez, on va vous arracher tout ça et puis après. Mais s'ils le font, mais ce qui va arriver demain, personne ne le maîtrisera. Parce que si on a des espaces de liberté contrôlés et on laisse les gens l'exploiter librement, alors là le pays est maîtrisé. Mais lorsque vous arrachez tout ça et que demain on ne sait pas ce que les uns et les autres utiliseront, c'est là où nous sommes tous en danger, justement. Vous vous rappelez cette phrase de ministre Togolais, il n'y aura plus du 19 août. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Tout ça là, et c'est ça justement qui est le danger. On ne peut jamais proclamer qu'il n'y aura plus jamais ça. Les peuples sont ce qu'ils sont. Les peuples sont versatiles. Au moment où un peuple a l'impression d'être maîtrisé, et vous gouvernant, vous glorifiez, vous dites, ah, mais on a la même mise. Mais demain, si vous ne faites pas attention, le même peuple qui vous a adulé, qui vous a déroulé le tapis rouge, mais c'est le même peuple qui va vous jeter la pierre le lendemain. Donc, les gens ne peuvent jamais dire ce qu'un peuple peut faire en un moment donné, compte tenu de ses intérêts. Et on dit toujours que c'est le peuple seul qui est souverain. La souveraineté, le peuple cherche à l'exprimer à tout moment. Alors, lorsqu'un gouvernement croit que moi, j'ai les armes, j'ai la maîtrise de ceci n'arrivera pas. Tout ça, c'est du verbiage, c'est du bavardage. On peut commencer par tirer des leçons quand même de la manifestation de ce samedi à Lomé. On a vu le PNP aller seul sur le terrain de la manifestation et on sait que le PNP était issu de la C14 sur les réseaux sociaux, dans certains milieux. On dit tout simplement que la tâche elle est trop lourde pour qu'un seul parti l'accomplisse seul. Est-ce que vous avez également cette lecture-là? Oui, Pierrot, j'ai déploré, j'ai présenté mes compassions pour les victimes et autres. J'ai condamné vigoureusement la manière dont le pouvoir a réprimé tout ça en voulant fermer l'espace de manifestation. Mais j'avoue également que moi je ne comprends pas à mon niveau. Notre parti, les FDR, ne comprennent pas cette propension d'agir de manière solitaire aujourd'hui dans le contexte actuel. Je ne le comprends pas. Je ne peux pas le supporter. Parce que on ne peut pas créer un outil pour faire face au régime. Et que cet outil ait marché pendant, quelles que soient les difficultés que cet outil et que cet instrument a montré à l'interne, qu'on décide de le faire disloquer, le détruire pour s'engager dans des actions in solo, dans des actions solitaires. Moi, je ne le comprends pas. Je ne peux pas le comprendre. Parce que si vous demandez, posez la question aujourd'hui à nos amis, pourquoi vous êtes partis? Moi, je ne peux pas savoir quel est le motif. Alors, vous partez pour aller faire une action solitaire. Et pour donner quel résultat? Pour arriver à quoi? Quand un parti part seul tout aujourd'hui pour aller faire manifester, c'est pour aboutir à quoi? Face à un régime que nous connaissons, qui est le nôtre aujourd'hui. Mais nous savons tous, et le peuple, tous les Togolais le disent partout où ils sont, aucun parti, quel qu'il soit aujourd'hui au Togo, ne peut régler tout seul le problème que nous avons aujourd'hui contre ce régime. Tout le reste, c'est de la fanfaronnade. Tout le reste, c'est de la fanfaronnade. Mettre la poitrine, oui, je suis le plus beau, je suis le plus fort, c'est moi qui ai déclenché ceci, c'est moi qui ai fait ceci. C'est ça qui va nous libérer. Quand les gens, par militants interposés, disent oui, bon, moi, vous étiez là-bas, vous étiez fatigué, c'est nous qui sommes venus vous réveiller. Les autres disent oui, nous avons fait tant. Tout ce verbiage-là, est-ce que c'est ça qui va nous sortir des difficultés? Seule l'union d'action de l'opposition peut nous sortir des difficultés. Et tout le monde le sait. Mais si on le sait comme ça, mais on décide de détruire ce que nous avons ensemble en commun pour aller vers des actions c'est des actions hasardeuses. Moi j'appelle ça des actions hasardeuses. Ça apportera quoi? Ça n'apportera rien du tout. Bien, merci, maître Dodi.
Paul Pévon. Je rappelle que vous êtes le président des FDR, les Forces démocratiques pour la République. Dans un instant, les auditeurs vont devoir vous poser des questions. Vous nous écoutez sur Pyramide FM, le direct maintenant avec les auditeurs qui sont en ligne. Je rappelle, les numéros sont de 10 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Les auditeurs qui nous regardent du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, ils nous signalent qu'ils n'ont plus le signal. Nous avons un souci à notre niveau. Donc, merci de nous comprendre. Nous allons continuer quand même avec ceux qui ont eu la chance de voir le retour, d'avoir encore le signal chez eux. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Coco, on vous appelle. Oui, vous avez votre nom, Coco. Vous appelez Dagoué aussi, et votre question. Oui, bonjour. Oui. Non, en fait, là, vous avez posé deux questions. La question sur la rencontre avec le chef de l'État, ce qui a été dit concernant les détenus. Et puis, oui, en fait, il y a d'autres auditeurs, s'il vous plaît. Il y a d'autres auditeurs qui voudraient également poser ne serait-ce qu'une seule question. Maître, et votre réaction. Non, oui, pour lui répondre rapidement, c'est vrai que nous avons rendu visite au chef de l'État parce que lorsque nous avons fait nos journées de réflexion, nous avons décidé de faire en sorte que lorsqu'on a des préoccupations majeures dans notre pays, on puisse aller vers les dirigeants du pays pour poser le problème. Alors, concernant les détenus, nous avons à un moment donné estimé qu'il faut aller vers le ministre de la Justice pour poser le problème des personnes qui sont encore en détention. Parce qu'entre-temps, le pouvoir a annoncé pompeusement qu'il a libéré certains, mais on a constaté que d'autres sont restés en détention. Nous avons dit, mais ce n'est pas juste. Pourquoi on a libéré certains, on a gardé d'autres? Donc nous avons décidé d'aller vers le ministre de la Justice, mais c'est en discutant que nous avons dit, mais le ministre, même si on va lui poser cette question, il va aller recevoir l'ordre de quelqu'un. Au lieu d'aller vers le ministre, allons plutôt voir le chef de l'État. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller le voir. Et au moment où on a décidé d'aller le voir, on a parlé en même temps. On a dit, mais on ne peut pas aller juste lui poser la question sur les détenus et les personnes réfugiées et sans lui poser le problème concernant les réformes, parce que nous sommes des politiques, sans lui parler des problèmes concernant justement les élections qui sont en vue. Comment on peut faire pour les organiser de manière consensuelle? C'est les trois problèmes que nous sommes allés soumettre au chef de l'État. Pour ce qui concerne les détenus, oui, nous avons reçu justement l'assurance qu'on fera en sorte que ces gens-là soient libérés. Bon, c'est vrai que on a libéré certains la dernière fois. Ils sont 21 ou plus, je crois 5 à l'intérieur. Ça doit faire 26 ou 27. Maintenant, il y a d'autres. On utilisera selon ce que j'ai reçu du ministre le vendredi dernier. Il y aura une autre... parce que ces gens-là, ils n'ont pas été jugés. Ils sont déjà jugés. C'est ceux qui n'ont pas été jugés qui, finalement, par le biais des juridictions, ont été libérés. Et maintenant, ceux qui ont été déjà condamnés, il y a une autre procédure, probablement, qui est en cours, pour voir dans les jours à venir comment on va faire pour qu'ils soient libérés eux aussi. Et je crois que, selon la promesse qu'on nous a faite, ils seront libérés eux aussi. Maintenant, il a posé une question. C'est la deuxième partie de la question. La deuxième partie, ça concerne ceux qui sont aujourd'hui à la CENI. Ceux qui sont à la CENI, ce n'est pas une décision de groupe. Ça, je peux le dire de manière certaine. Le groupe n'a pas décidé d'envoyer, la coalition aujourd'hui n'a pas décidé d'envoyer des représentants à la CENI parce que cette discussion-là, on ne l'a pas menée à bout
pour envoyer, parce que là-bas, il était question de réfléchir ensemble pour faire voir dans quelle mesure, ultérieurement, on va aller faire des propositions pour sortir justement de cette difficulté. Mais on n'a pas eu le temps de se réunir pour faire des propositions au chef de l'État avant que des gens n'aient envoyé des noms à la CENI. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui à la CENI, ce n'est pas au nom de la coalition, mais c'est quelque chose qui est arrivé à titre personnel. Deuxième auditeur, allô? Bonjour. Oui, là, vous parlez trop bas, s'il vous plaît. Zankela. Oui, Joshua, vous voulez bien augmenter un peu le volume à votre niveau. Il pleut chez vous? Ah, mais en fait, nous, on est en studio, on ne sait même pas le temps qu'il fait. On savait, en entrant en studio, qu'il y avait un soleil de plomb sur le mai. Donc, il pleut là, à Zangira. Il ne pleut pas ici, selon ce qu'on me dit. Il ne pleut pas ici. Allô? Oui. Merci beaucoup, monsieur Houcha. Merci. Oui. Oui, en fait, Ouais. Vous avez compris? À peu près. Ok, merci beaucoup. Non, c'est-à-dire que ce qu'il dit, oui, nous condamnons, en début d'émission, j'ai condamné la manière dont le pouvoir a réprimé, d'abord a voulu fermer les espaces de manifestation et a réprimé les manifestants. Ça, je l'ai condamné de manière vigoureuse. Mais au moins, moi, j'ai condamné également la manière dont la manifestation a été lancée. Parce que nous disons que c'est des actions de groupe, des actions de solidarité de groupe au niveau de toute l'opposition, société civile y compris, qui peut nous permettre de sortir des difficultés. Mais lorsque quelqu'un croit aujourd'hui que seul, il va lancer quelque chose parce qu'il veut avoir la primeur de ceci et de cela, nos égos là risquent de nous entraîner vers le décor. Et c'est ce qu'on est en train de constater. Donc l'appel que moi je lance, c'est que il faut laisser tomber nos actions individuelles là pour revenir vers quelque chose qui peut nous sauver tous. C'est la seule voie, il n'y a pas d'autre aujourd'hui. C'est l'action de groupe qui peut permettre à nous tous de voir le bout de ce que nous Quand sommes. vous parlez d'action de groupe, il y a une question d'un auditeur, en fait, de ton frère Equissa TV qui nous regarde du côté de Bruxelles. Il demande à savoir si la C14 va-t-elle renaître de ses cendres ou les Togolais doivent s'attendre à l'éclosion d'un nouveau regroupement de partis politiques. Non, c'est-à-dire que on était 14. Alors, au moment d'aller aux journées de réflexion, on est resté 9. Certains sont partis, ils ne sont pas venus. Mais parmi ceux qui ne sont pas venus, il y a certains qui juste ont dit, n'ont même pas dit qu'ils ont suspendu leur activité au sein du groupe. Certains ont dit qu'ils ont suspendu. Jusqu'à ce moment-là, personne n'a dit que je suis parti. Peut-être probablement le MCD, même le MCD, on n'a pas de document officiel aujourd'hui qui dit je suis parti. Alors, ce que nous disons, c'est que en réalité, ceux qui ont juste suspendu ou ceux qui n'ont pas annoncé qu'ils sont partis, mais nous leur tendons la main. Parce que nous savons que c'est la voie incontournable que nous avons devant nous pour faire justement le poids devant le pouvoir. Nous avons l'obligation de nous entendre. Mais malheureusement, c'est après avoir fait tout ça là, les 9 ont fait leur journée de réflexion. Et on est revenu, on a commencé à réfléchir sur ce que nous allons faire pour que ceux qui sont partis hier reviennent au bercail, reviennent à la maison, pour qu'on ressoude les rangs, que nous avons appris que nos frères de l'ANC, eux, ils n'ont pas dit qu'ils ont suspendu, eux ils disent qu'ils quittent définitivement la coalition. Ce qui a été une décision que nous n'avons pas compris du tout. On n'a pas compris
Parce qu'ils ont lié, paraît-il, cette décision au déplacement qu'on a fait à la présidence. Or, cette décision-là, c'est ensemble qu'on y a réfléchi. C'est ensemble qu'on l'a préparé. Maintenant, nous montrer, nous, qui sommes allés là-bas comme des gens, des pestiférés, c'est ça que je n'accepterai jamais. Vous ne pouvez pas être ensemble pour décider quelque chose. Au dernier moment, certains vont vous livrer pour dire, ah, vous êtes les mauvais, nous sommes les bons, alors que c'est ensemble qu'on a décidé tout ça. Mais je ne peux pas accepter cette manière de faire la politique dans ce pays où certains veulent dribbler les autres. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Tant que nous continuerons comme ça, nous n'atteindrons jamais l'objectif. Finalement, vous écoutez toute la faute que vous avez su jeter le pouvoir en place depuis le début de cette émission. Finalement, le pouvoir n'est pas seul coupable dans la situation que vit le Togo. Bah oui, nous avons une part de responsabilité. Elle est lourde d'ailleurs. Il y a des moments où je dis, mais ce que le pouvoir fait, nous le condamnons, nous le combattrons. Mais ce que nous faisons, nous, qui sommes de l'opposition, parfois même, me paraît plus grave. Parce qu'on a l'impression que nous ne mesurons pas la charge, la lourdeur, la pesanteur de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Mais c'est un pouvoir totalitaire qui nous régente. Mais on a l'impression que parfois nous nous amusons à croire que bon, il suffit seulement de paraître pour dire oui, je suis ceci, j'ai le plus grand nombre de militants, ou donc quand on va aller à une élection, j'ai le plus grand nombre de députés. Ça suffit pour régler le problème. Mais on l'a essayé dans le passé, ça n'a rien donné. Ça n'a vraiment rien donné. Tout ça là, c'est tellement puéril que notre responsabilité aujourd'hui, c'est de revenir à la maison, de réfléchir ensemble, mesurer nos responsabilités en face de ce pouvoir pour poser les vrais problèmes et sortir des difficultés. Mais quand vous évoquez le pouvoir, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le pouvoir doit se moquer aujourd'hui? Oh, mais le pouvoir se moquer, c'est vrai, le pouvoir se moque. Mais ils ont leurs propres problèmes. C'est vrai que ça ne paraît pas aujourd'hui, mais ils sont plus bizarres. Ce qui se passe à l'intérieur de ce pouvoir aujourd'hui, si on pouvait vous le dire, mais c'est... Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non, je ne le dirai pas. Non, mais puisque tu vas inviter quelqu'un du pouvoir. On sait plein de choses qui se passent au niveau de l'opposition. Mais on sait très peu de choses concernant le... Non, ils arrivent à conserver tout ça. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas? Eh bien, c'est ça, justement, la bêtise. La grande bêtise. Il n'y a pas de regroupement qui n'ait pas de difficulté. Mais lorsque, face à ces difficultés, vous n'arrivez pas à faire l'effort pour vous protéger les uns les autres et protéger les faiblesses que vous avez à l'interne, mais ça devient quelque chose d'incongru et d'incompréhensible. Bien, merci. Troisième auditeur. Allô? Bonjour. Vous appelez comment? Dossé d'Abové. Allez-y, Dossé. Oui. Bonjour. Bien, merci pour votre question. Nous allons laisser l'invité réagir. Non, mais quand j'entends les Togolais poser des questions comme ça, c'est malheureux. Tellement... C'est-à-dire que j'ai l'impression que le degré de maturité des Togolais aujourd'hui est assez faible. Parce que ce qu'ils... Je sais probablement qu'ils parlent de l'affaire des 30 millions. Où les Togolais en ont fait un chou gras. Mais j'avoue que... Si le problème qui est le nôtre aujourd'hui dans notre pays, lorsque les gens qui veulent le changement se sont jetés sur ce problème-là comme un os, alors que le problème réel qui nous préoccupe, on l'a laissé de côté. Le pouvoir qui nous vole des milliards, personne n'en parle. On dit qu'on a de pauvres 30 millions qu'on a pris. Mais 30 millions, c'est quoi? Et puis les conditions dans lesquelles on est allé. On a discuté avec... Est-ce que vous comprenez l'attitude de ceux qui posent la question? Non, c'est-à-dire que c'est possible que lorsque l'information vient, on puisse dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais lorsqu'on a expliqué que les gens continuent à en parler de cette manière, juste pour jeter les gens dans les orties, alors moi je ne sais pas, qu'est-ce que nous cherchons? Parce qu'en réalité, si vous me permettez d'expliquer en 2 secondes, cette affaire-là, mais c'est vrai que nous avons rencontré un chef d'État ici. Nous avons discuté, il nous a demandé il nous a orienté vers quelque chose en disant oui, prenez le minimum qu'on vous offre et puis vous allez vous en contenter. Nous avons dit non, on ne fera jamais ça. Nous nous sommes séparés, fâchés.
sommes fâchés. On s'est levé, on partait. On se serrait la main quand cette affaire-là est arrivée. Il a tendu un truc, on ne savait pas au départ ce qu'il y avait dedans. Mais alors, devant un chef d'État, est-ce que vous allez lui faire l'affront pour te dire, mais bon, vous nous donnez quelque chose, mais on refuse. Personne ne peut le faire. Eux, à notre place, ne le feraient pas. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque nous sommes revenus, nous avons dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Tous ceux qui sont de la C14 étaient présents quand on a fait la réunion pour dire cet argent-là, on le met dans la cagnotte commune pour faire la manifestation. Mais personne aujourd'hui de C14, tous les partis politiques ont profité justement des manifestations parce que ce qu'on a fait avec cet argent, tout le monde en a profité. Parce que c'est notre manifestation. Alors personne n'a dit non à l'époque. Alors pourquoi c'est après qu'ils vont livrer les autres que, ah oui, celui-ci a fait ça. Mais c'est de la méchanceté gratuite au nom du... Et c'est pour ça que je dis, mais si on fait ça comme ça, on ne réussira jamais notre lutte. La meilleure preuve que je dis, ce que le président là nous a dit de faire, est-ce que quelqu'un nous a vu faire? Puisqu'il dit accepter le minimum pour aller aux élections. Nous avons refusé et nous ne sommes pas allés aux élections. Qu'est-ce qu'on a fait pour compromettre la lutte? Quel acte on a posé pour qu'on dise oui, mais on a saboté la lutte du Togo? Les Togolais doivent réfléchir un peu avant de continuer à faire. C'est de la bassesse de tout ça. En fait, ça c'est la position des Togolais, vous le savez très bien, ils sont nombreux à poser des questions. Il y a là une question qui nous vient sans doute de Bruxelles ou de l'Allemagne, c'est pas, c'est la question de Roman Nixon. Il parle des élections locales. Que proposez-vous pour arracher les réformes avant les locales? Ou bien est-ce que vous allez participer à ces élections locales sans les réformes? Oui, mais je remercie Roman Nixon pour sa question. Mais franchement, ce que je dis, c'est vrai, les élections locales sont importantes pour nous. C'est le socle de la démocratie. C'est la démocratie à la base. Mais on ne peut pas se jeter sur ces élections locales-là sans un minimum de réformes. Ce n'est pas possible. C'est à cause justement du refus des réformes qu'on n'est pas allé aux élections législatives. Aujourd'hui, la volonté de participer à ces élections locales est là. Nous voulons, si les conditions sont remplies, y aller, mais on n'ira pas à n'importe quelle condition. Alors, c'est pour ça que les choses importantes que nous avons aujourd'hui, avant de réfléchir si demain nous participerons à ces élections ou non, c'est le problème du fichier électoral. Comment on nous fait les fichiers électoraux aujourd'hui pour qu'on sache que lorsque vous êtes dans une commune, des gens qui se sont inscrits dans cette commune-là, c'est ces personnes-là seulement qui vont voter pour les candidats de la commune. Ça, c'est tellement important. Parce qu'il ne s'agit plus ce n'est pas une élection nationale, ce n'est pas une élection au niveau de la préfecture, mais on dit c'est une élection au niveau de la commune. Il faut choisir les conseillers de la commune. Comment nous faisons le recensement pour que de telle manière que chaque commune soit découpée de telle manière qu'on connaisse le nombre de personnes qui vont voter pour la commune. Si on ne le fait pas, c'est de l'aventure. Le deuxième problème, c'est notre présence dans les structures d'organisation. Moi, je ne nous vois pas en tant que groupe aujourd'hui ou en tant que coalition aller à des élections de ce genre-là sans au minimum être au moins présent dans les structures démembrées. C'est-à-dire qu'au niveau des CELI, on peut ne pas être à la CENI, mais si moi on n'est pas présent dans les CELI, on n'est pas présent dans les bureaux de vote, comment voulez-vous qu'on participe à une élection de ce genre-là? Donc c'est des problèmes qui sont posés et le gouvernement a la lourde responsabilité, s'il veut au moins rattraper ce que nous avons tous perdu au cours des élections législatives, là, de faire le minimum pour qu'on puisse trouver des solutions à tous les problèmes qui sont posés aujourd'hui pour aller à ces élections locales de manière complète. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est... Oui, bonjour. Oui, oui, c'est... Oui, allô? Pardon? Allô? Pardon? Oui, oui. Oui, la tradition, c'est que vous vous présentez, même si moi je sais qui est en train de parler, vous vous présentez bien. Ah, monsieur, bonjour, monsieur Kolani. Ouais. Ouais.
Oui. Oui. Merci. Oui. Oui. Merci beaucoup. Non, 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 mais je crois que M. Kolani, il a totalement raison. L'une des tares aussi que nous traînons ici, c'est que dès qu'on a étiqueté quelqu'un comme ayant participé ou ayant participé au gouvernement hier, on dit ah, lui n'a pas le droit de venir faire quoi que ce soit. Alors que dans d'autres pays, le salut même peut venir de celui-là. Le salut peut venir de quelqu'un aujourd'hui qui a fait le RPT, qui a fait unir. Mais il peut aujourd'hui participer, aider à trouver la solution. Il y a énormément de gens qui ont fait l'UNI ou RPT hier, mais qui ne sont plus d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous pensez à qui par exemple? Non, je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas de nom, mais tout ce beau monde-là a envie que la situation du Togo change. Alors, si nous les regardons de manière pas défiance, en disant oui, non, vous n'avez pas le droit. Je me rappelle, lorsque le Boko et Bojona ont été consultés au cours du dialogue là par le président Kané. Si tu as vu, si vous avez vu ce que les Togolais ont écrit sur les réseaux sociaux, ah, on les a consultés, ils vont devenir Premier ministre. Nous sommes ici depuis longtemps. Comment se fait-il que eux qui avaient trempé avec le FPT hier, ils vont devenir. Mais tout ça là, j'avoue, hein, les Togolais, je le dis, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, si nous ne nous maîtrisons pas, nous ne nous cultivons pas, nous ne changeons pas nous-mêmes à l'intérieur, notre lutte va être difficile. La lutte va être difficile parce que nous avons besoin de l'apport de tout le monde. Et M. Kolani a raison. Ceux qui sont, nos frères qui sont partis, moi je les supplie de faire en sorte qu'il faut trouver le personnel pour revenir. La société civile, c'est vrai, on a lancé un mouvement citoyen. Ce mouvement citoyen-là, aujourd'hui, compte tenu des difficultés que nous avons, comment faire pour que la société civile puisse servir de socle pour appeler tout le monde, pour qu'on se retrouve dans quelque chose, pour relancer la lutte et aller vers la victoire. 2020 n'est pas loin. Quelles conditions nous créons aujourd'hui pour gagner les élections en 2020? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je crois que ce qu'il a dit est extrêmement important. Après Kolani, nous avons un autre auditeur, oui, que nous allons insérer dans le direct. Allô, bonjour. Oui, oui, bonjour. Oui, c'est Eric. Ok, Eric, allez-y. Oui. Merci. Merci. Oui. 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 Oui, mais merci, monsieur Eric. Vous êtes en train de prêcher à un converti. Moi, je dis, tout Togolais, aujourd'hui, qu'il ait fait le RPT hier, qu'il ait fait ceci, qu'il soit même dans l'UNI aujourd'hui, si nous pensons que de manière sincère, il peut apporter quelque chose à notre lutte là pour que le Togo change, moi, bras ouverts, je dis, venez. Et c'est comme ça, c'est ce comportement que nous devons tous avoir vis-à-vis de nos compagnons. C'est-à-dire quelqu'un qui a posé un acte hier. Et lorsque Dieu lui donne la lumière pour faire du bien, lorsque la personne fait du bien, il faut lui tendre la main. Sauf si la personne s'ingénie à rester dans le mal. Mais s'il veut changer de comportement,
pourquoi ne pas lui tendre la main? C'est pour ça que moi je dis, tous les Togolais aujourd'hui sont les bienvenus pour aider à sortir justement des difficultés. Vous avez totalement raison, monsieur Eric. Nous avons une question, la question de Noël Ozan Gagnalo, c'est une question qui est laissée sur notre page Facebook. Aujourd'hui, la C14 s'est éclatée, la société civile semble être affaiblie, le peuple togolais est déçu, les réformes sont restées une fausse réalité. Et plusieurs Togolais continuent de croupir dans les prisons au Togo alors que chacun plie dans son coin, alternance politique en 2020. Alors j'aimerais demander à l'invité si c'est une manière magique, il pense obtenir cette fameuse alternance en 2020. Non, mais s'il m'a suivi, bon, j'ai dit, mais chacun fait ce qu'il peut aujourd'hui. Nous avons fait une démarche la dernière fois, ça a débouché sur quelque chose qui est peut-être encore pas trop signifiant à ses yeux, mais on a libéré des gens, et j'ai dit, peut-être dans la semaine à venir, on libérera des gens. Pour ce qui concerne la lutte pour l'alternance elle-même, les conditions pour y arriver, nous les connaissons. Que tout le monde devienne sincère, que les Togolais véritablement participent justement à ce qui nous concerne aujourd'hui. Se cacher derrière les réseaux sociaux, donner les ordres, parce que tous les Togolais, beaucoup de Togolais aujourd'hui sont devenus des scientifiques en matière politique. Chacun a sa science. Or, en politique, il faut un minimum d'humilité. Si on n'est pas humble, on ne peut pas aboutir. Parce que les gens sont quelque part, ils vous écrivent, vous disent, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qui vous dit que c'est ça qui est la solution. Vous proposez, quelqu'un d'autre peut proposer quelque chose d'autre. Mais ayez l'humilité lorsque on ne retient pas ce que vous dites là, on dit, ah, on peut faire ça aussi. Mais tout ça là, c'est en faisant en sorte qu'on converge vers quelque chose. Mais les attaques sur les réseaux sociaux, les insultes, ceci, les gens sont là-bas, parfois au niveau de la diaspora, et vous dites que vous ne représentez rien. Et il n'a qu'à marcher sur la présidence. On n'a qu'à marcher sur le marché. Pourquoi eux ne reviennent pas pour marcher sur la présidence? Est-ce que quelqu'un veut venir marcher sur la présidence et qu'on lui a dit non, ne revenez pas? Mais c'est trop facile de se cacher quelque part et de dire, ah, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça quoi. Si vous êtes capable de le faire, venez et faites-le. On va vous applaudir. Et ils marchent là où ils sont. Mais non, c'est facile de marcher dans la neige ou marcher, c'est trop. Ils font ce qu'ils font, je les remercie pour ça. Mais ce que nous endurons ici, mais ce n'est pas la même chose. Les contextes ne sont pas les mêmes. Faire face au gaz lacrymogène, au fusil, marcher ici, ce n'est pas la même chose que de marcher là-bas aux États-Unis, marcher, ce n'est pas la même chose. Quoique ce qu'ils font est aussi a de l'importance. Je les remercie pour ça. Mais il faut qu'ils cessent de donner des ordres, de croire que c'est eux qui sont la science. Nous devons converger, qu'ils ont des propositions, dans l'humilité qu'ils le fassent, et qu'on puisse sortir justement de cette difficulté. Mais ce qu'ils croient que c'est leur solution qui est la science infuse et que personne n'a d'autre, il faut quand même qu'il arrête ça. Après Eric, un autre auditeur. Bonjour, Kadidek. Ouais, ça va. Ouais, comment vas-tu? Très bien. Ouais. 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 Oui. Ouais. 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 Merci. Oh non, merci. Non, c'est vrai que on n'a pas encore les résultats des concertations, mais nous sommes en train de discuter au moment où je vous parle là. Il y a une grande discussion qui est menée avec nos amis de la société civile et tout ça pour voir quelle est la forme que va prendre justement ce mouvement citoyen là. Ce n'est pas une idée abandonnée. On est resté 6 aujourd'hui
au niveau de la coalition, mais nous avons pris l'engagement de rester coalition. Nos frères qui sont partis, nous disons qu'il faut trouver un mécanisme pour qu'ils reviennent. Mais attention, pour que ça soit réalisable, nous avons décidé de nous fixer maintenant des règles. Nous allons écrire des règles auxquelles tout le monde doit souscrire, accepter, avant de venir, avant de continuer la lutte. Même nous qui sommes restés, mais il y a des règles, une charte qu'on est en train d'écrire. Si tout le monde, ceux qui se sentent dans les dispositions de ces chartes-là viendront, on tendra la main aux autres. Mais notre supplice, c'est qu'ils reviennent. La société civile, avec nous, on doit organiser la chose de telle manière que ça soit un véritable mouvement qui prenne en compte nos préoccupations de l'heure. Donc, le mouvement est en cours, les discussions sont encore en cours, et vous verrez peut-être probablement très bientôt les effets. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle aventure perdue d'avance? Non, pourquoi? Vous êtes un oiseau de mauvaise augure, pourquoi? Non, c'est une question que je vous pose, puisque ceux qui vont animer la nouvelle association ou la nouvelle formation, c'est des gens qu'on connaît déjà. C'est des gens qui ont soit fait la C14, soit ont fait le CST, ou ont participé à des mouvements au niveau de la société civile togolaise. Non, vous savez, c'est-à-dire que ce qui a posé problème et qu'il faut corriger, c'est que dans l'enthousiasme de départ, nous avons créé une coalition sans nous fixer des balises. Et à l'exercice, on a compris que chacun faisait ce qui lui plaisait. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, pour être dans une coalition, il faut se donner des textes, il faut se donner des règles. Lorsque vous n'avez pas de règles, c'est normal que chacun fasse ce qui lui plaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant d'aller vers quelque chose d'autre, il faut fixer les repères avant d'y aller. Donc si on le fait, je crois qu'on ne sera plus dans l'aventure. On va avoir un dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur. Comme là, allez-y. Merci. 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 Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si sur d'autres chaînes on vous posera encore des questions sur les 30 millions. Ce qui est certain ici, on ne vous a pas posé des questions. Moi personnellement, je ne me suis pas posé des questions concernant, parce qu'on a suffisamment débattu de l'histoire, de la genèse de cette des 30 millions. Mais parlons du PND, puisque c'est ce que porte le gouvernement depuis quelques temps. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un regard sur ce document? Oui, bien sûr. Je suis en politique, je ne peux pas, avec tout le boucan qui est fait autour du PND, ne pas aller regarder ce que c'est. J'ai regardé le PND. Qu'est-ce que vous retenez? Non. C'est un document bien écrit. Ils ont pris les aspects, tous les aspects qui concernent le développement du pays. En parlant de l'économie, de l'énergie, l'agriculture, et en parlant même du social. Tout ça là, c'est bien beau. C'est très bien beau, mais ce que moi je dis, qui me laisse quand même un goût de symphonie inachevée, c'est que avant le PND, il y avait eu d'autres programmes. Il y a eu ce qu'ils ont appelé le DRCP, un ou deux, et ils sont venus au SCAP, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que tout ça a donné? Quel est le bilan qu'on a fait? Quel bilan on a fait de tout ça? Et c'est pour ça que je dis finalement, comme le président Yadema l'a fait en son temps, en parlant de l'agriculture, on a dit, il y avait un slogan à l'époque, on parlait d'autosuffisance alimentaire. Alors, mais finalement on a constaté que en matière d'autosuffisance alimentaire, rien n'a été fait par le gouvernement en réalité pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire. C'est resté au niveau du slogan. Alors, on a l'impression que tous les plans qu'on lance aujourd'hui, c'est des plans qui sont écrits par des experts quelque part, qu'on a glané ici et là. On écrit de beaux plans. Et puis après, on fait du grand bruit autour, et puis ça reste là.
Quel est le résultat concret qu'on tire de tout ça? En réalité, pour aller vers un programme, parce que le truc est intitulé PND, Programme National de Développement. Pour parler d'un programme national de développement, il faut que tous les acteurs soient consultés. Qui nous a consultés avant d'écrire un programme de ce genre? Et ce qu'on nous dit là, moi, finalement, l'impression que j'ai, ça devient un programme du RPT uni. Et la manière dont même ils l'exploitent, lorsqu'ils veulent aller faire la promotion de ce programme-là, c'est en tenue RPT uni qu'ils font la promotion. Donc ça dit qu'ils font de ce programme-là un problème de unir. Mais ça ne peut pas marcher. Et je dis que lorsque vous voulez faire un programme national, il faut que l'environnement s'y prête. Lorsque les citoyens qui sont aujourd'hui au Togo n'adhèrent pas à ce que vous faites, votre politique dans son ensemble, et vous lancez pompeusement un programme, ça ne donnera rien. Il faut que les Togolais puissent se sentir concernés par les problèmes de développement, qu'on les intéresse, qu'on mette l'homme au cœur du développement, et qu'on fasse en sorte que nos problèmes politiques soient réglés et que la confiance renaisse. Tant que la confiance ne renaîtra pas dans ce pays, vous avez beau écrire des plans de je ne sais pas, vous allez quitter le PND, vous allez écrire le PNC, le PMH, ça ne donnera absolument rien. Pour ce qui concerne le gouvernement togolais s'est quand même engagé pour que le climat politique soit apaisé. En faisant quoi? Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais en fait, c'est un engagement du gouvernement. Quel est l'engagement? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je vous prends au mot. La seule manifestation que le gouvernement va montrer pour comment ils ont changé d'attitude, c'est d'organiser les élections locales en vue là, et qui doivent même permettre de faire constater sur le terrain l'application du PND, c'est d'organiser de manière correcte les élections locales. Comment ils vont faire demain pour que tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, quels qu'ils soient, par la manière dont les élections locales vont être organisées, se sentent concernés? S'ils le font, moi je vais leur dire bravo. Vous avez commencé à comprendre que nous avons tous besoin de nous tendre la main pour construire le Togo. Mais s'ils restent cloisonnés dans leur camp, en disant oui, le pouvoir c'est nous, comme certains l'ont dit, moi j'ai entendu, ah oui, on va rester encore longtemps, hein. Mais c'est Dieu seul qui sait. Celui qui dit aujourd'hui on va rester longtemps, c'est Dieu qui sait si demain il va se réveiller. C'est Dieu seul qui trace la voie demain. Donc il ne faut pas qu'ils restent dans leur égoïsme de tout le temps là pour dire on sera là encore 20 ans, 30 ans. C'est Dieu seul qui permettra de savoir s'ils seront là encore dans 10 jours, dans 20 jours. On parle du programme national de développement. En fait, moi j'ai lu également ce programme et c'est un programme qui suscite beaucoup d'espoir. Maintenant, vous semblez douter de la réalisation éventuelle des prouesses promises par ce programme. Quelle est votre prière pour que éventuellement ce programme soit réussi? Mais c'est ça que je dis, je l'ai dit plusieurs fois. Recréons le climat de confiance entre nous et faisons participer tous les Togolais à un programme de développement. En réalité, c'est ça. Lorsque le climat politique est assaini et lorsqu'on intéresse tous les Togolais à un programme de développement, tout le monde sera au rendez-vous. Et la déclinaison de ce programme-là va se retrouver au niveau des communes, au niveau des préfectures. À ce niveau-là, justement, que le développement va commencer. Mais si on ne tape pas la main aux gens, si on ne les intéresse pas, on dit que le pouvoir c'est nous, vous êtes des exécutants. Vous allez appliquer quel programme? C'est ça. Il nous reste 4 minutes, maître, nous allons parler de 2 pays. Nous allons parler peut-être de 3, je ne sais pas si on aura le temps. Nous allons parler d'abord du Soudan, puisque Omar El-Béchi a finalement été destitué. Est-ce que c'est une actualité qui vous a surpris ou pas? Oui, parfois si... C'est surpris, non? Parce que, vous savez, je l'ai dit tantôt dans une de mes interventions, que les peuples sont comme ça. Les peuples sont bizarres. Les pays dans lesquels vous croyez que la dictature a tellement la main mise à phagocyter les citoyens, mais le lendemain matin, compte tenu de la stratégie, de l'intelligence qu'ils ont mise dans la chose, vous voyez que ça vous surprend. Ça s'est passé dans d'autres pays, ça s'est passé au Burkina, ça s'est passé en Gambie, ça s'est passé au Soudan. Eh bien, ce que je note, c'est que en réalité, dans la plupart de ces pays-là, l'armée joue un rôle fondamental. Pour peu que l'armée, à un moment donné, comprenne les aspirations profondes des populations, la chose change de manière rapide. Ce qui s'est passé au Soudan la dernière fois, lorsque les gens ont manifesté, ils ont commencé à manifester à cause
du triplement du prix du pain. Alors, on les martyrisait, c'est les mêmes militaires ou les mêmes forces de sécurité qui les martyrisaient. Mais quand les gens ont continué à manifester, à un moment donné, c'est les mêmes militaires qui ont pris position pour le peuple, en disant ça suffit, et il faut arrêter ça. Et c'est comme ça que les choses changent. Même au Burkina, si les militaires n'avaient pas à un moment donné pris parti pour les populations, mais cette révolution-là ne serait pas arrivée. Donc les militaires, à un moment donné de l'histoire, ont la clé de la solution. C'est vrai que les militaires ont joué un rôle important dans ce qui s'est passé au Soudan et sur la situation en Algérie. Mais c'est similaire. Cette situation est similaire aujourd'hui. Parce que Bouteflika, qui a terminé son mandat, troisième mandat dans un fauteuil roulant à cause de son AVC, a été quand même présenté pour un quatrième mandat où personne ne l'a vu. Il était malade, mais il a terminé son quatrième mandat. Mais les gens ont le courage, à 81 ans, on dit ben, il va faire un cinquième mandat. C'est de la bêtise humaine. C'est comme ça que ceux qui entourent le chef d'État, parce qu'eux ils profitent de la situation, ils les entraînent vers quelque chose de tabac à gel. Parce que Bouteflika, à son âge là, à cause de sa santé, mais quelqu'un ne peut pas avoir le courage de le présenter pour un cinquième mandat. Mais c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais au finish, les populations ont manifesté, mais qui a tranché finalement? C'est l'armée. L'armée n'aurait pas tranché, comme je l'ai dit pour le Soudan, et que cette affaire-là, peut-être que ce serait terminé dans un bain de sang. Donc, je crois que partout, même chez nous au Togo, il faut que l'armée comprenne à un moment donné que ce n'est pas en martyrisant, tuant les pauvres citoyens que le Togo va subir. À un moment donné, il faut tirer la leçon pour que finalement notre pays sorte justement des difficultés. Le dernier pays qui nous intéresse, c'est le Bénin. Le Bénin avec les élections législatives prévues pour le 28 avril prochain, pour la première fois depuis bientôt 30 ans, le Bénin va organiser ces élections sans opposition. Ça, c'est quelque chose de surprenant. Le Bénin a été toujours montré comme un exemple dans la sous-région, de démocratie dans la sous-région. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé pour que finalement le pouvoir en place se débrouille pour éliminer justement tous les opposants et les empêcher de participer à ces élections législatives. C'est un recul inacceptable pour nous, parce que ce qui se passe au Bénin là n'est pas un exemple. L'exemple qu'ils ont donné depuis jusqu'à aujourd'hui, normalement doit permettre de trouver une solution pour que les gens reviennent dans le jeu. Surtout que ce n'était pas des mécanismes bizarres qu'ils ont au niveau du fisc et tout ça. Ils ont éliminé la plupart de ces candidats. Ce n'est pas bien, ce n'est pas sérieux ce qu'ils ont fait là. Moi, ça me déçoit énormément venant de la part du président Talon. Merci beaucoup, maître Dodiabévan. Merci d'être venu puisque notre heure est finie. Oui, notre heure est finie, mais avant de conclure cette émission, je voudrais quand même dire juste un mot, parce que c'est notre frère Plaka, Jean-Baptiste Plaka, qui a fait sortir une analyse qui circule sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous l'avez certainement lu. Mais la partie de ce qu'il a écrit qui m'intéresse et que je vais dire en termes de conclusion, rapidement. Il dit pour que les régimes totalitaires, il a parlé des régimes totalitaires, pour que ces régimes tombent, il faut que des gens réfléchissent quelque part, élaborent des stratégies avec des plans B, C et D, bref, autant qu'il en faut pour ne pas rentrer à la maison à la première désillusion. Le hasard, je répète ça à dessein, le hasard et l'improvisation suffisent rarement à sauver un peuple d'un régime despotique ou d'un tyran. Oui, maître, on me fait signe que notre temps est... Non, j'ai fini. C'est la conclusion de ce que nous devons savoir, que ce n'est pas par l'improvisation que nous allons réussir notre affaire. Bien, merci. Il faut réfléchir à des plans A, B et C. Même à des plans Z. Merci, voilà. maître. Merci. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président de FD. Cette émission elle s'achève. Merci de l'avoir écouté. Et nous présentons nos excuses à tous ceux qui nous regardent du côté de la diaspora. Ils n'ont pas pu avoir toute la totalité de l'émission parce que nous avons été entre-temps coupés sur Internet. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Romanique Faitas, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierre Wouatioubé. Au revoir.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.